Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur le webinaire Hubby et Mocha. Bonjour. Je suis avec Yann et Anne qui animeront cette session. On va juste attendre quelques minutes que les participants se connectent. Mais justement, en attendant les derniers inscrits, n'hésitez pas à nous communiquer dans le chat ce pourquoi vous participez au webinaire, vous présenter pour qu'on puisse vraiment orienter le discours et répondre à vos questions si besoin en fin de session. Et nous souhaitons également un très bon anniversaire à Anne, qu'on a un petit commentaire qui nous dit bon anniversaire à Anne, donc très bon anniversaire. Merci beaucoup. C'est demain, mais vous êtes en avance, mais merci. Ah bon, bah alors on saura le rappeler demain alors. C'est gentil, merci. Pour les participants qui arrivent, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. On attend les derniers inscrits et puis on démarrera le webinaire d'ici 1 minute. Bon, on va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue sur le webinaire que nous animons avec Yann Fischer de Hubby et Anne Coutan de Mocha by ASI. Je vais demander du coup à nos speakers de se présenter. Yann, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Yann Fischer, je suis Customer Success Manager chez Hubby. Donc, mon rôle, c'est d'évangéliser notre solution et également tout ce qui va être suivi des installations, des formations chez nos clients. Et Merci. Anne. Bonjour à tous, donc je suis Anne Coutan, je travaille chez Mocha by ASI en tant que consultante en conduite du changement. Donc je travaille avec Yann, entre autres, et avec d'autres clients pour les accompagner sur la meilleure façon de déployer les outils collaboratifs et parfois en intégrant un chatbot parce qu'on sait à quel point le chatbot peut être un atout pour promouvoir les usages auprès des utilisateurs. Parfait, merci beaucoup. Du coup, Anne, je te laisse du coup continuer. Merci. Alors aujourd'hui, notre webinaire, il porte sur un peu l'ère du temps et on va regarder ensemble les avantages à déployer un chatbot LLM sur mesure au sein de votre organisation. Donc pour rappel, un LLM, c'est les langages de modélisation de langage. C'est des modèles d'intelligence artificielle. Donc on en connaît un qui est très très célèbre, comme le ChatGPT, qui sont conçus pour comprendre et générer du langage naturel de manière avancée. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir déployer un assistant conversationnel, donc type Hubby justement, un chatbot qui va permettre de construire des conversations avec des utilisateurs pour leur apporter des réponses à leurs questions en se basant sur un LLM. Donc avoir vraiment un bot personnalisé au sein de l'organisation. Bien sûr, il faut rester quand même vigilant. Il peut y avoir des risques. Les LLM sont des langages justement grand public qui peuvent avoir énormément d'avantages, mais qui peuvent aussi avoir des failles de sécurité. Ça peut générer des réponses incorrectes, des problèmes de sécurité de données et aussi la réversibilité des processus. Et grâce à Hubby, on va tirer le meilleur parti de ces LLM en comblant ces failles de sécurité et en tirant vraiment juste les meilleurs bénéfices de ces langages. Lors de ce webinaire, donc, on va justement parler de l'impact de l'arrivée de ChatGPT sur le marché des chatbots qui a permis une ouverture sur l'utilisation des LLM, les dangers cachés que Hubby justement pourra combler en proposant cette gestion de la sécurité et des failles. Et on va aussi regarder ensemble comment on va pouvoir vous guider dans l'intégration d'LLM dans Hubby en accélérant la performance de votre bot
tout en garantissant la sécurité de vos données et la sécurité du chatbot dans votre entreprise. Je vais également arriver un peu en bout de chaîne sur cette présentation pour vous montrer l'importance du partenaire à toutes les étapes du projet, tant sur le choix du LLM, le choix du bot, la formation, le test et pilote de ce bot, et également toute la période plutôt future qui permettra justement de prolonger l'expérience des utilisateurs au sein du bot. Ok, merci Anne. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu, on va déjà faire un premier état des lieux sur les chatbots de manière générale et donc les LLM, les Large Language Models, donc dont on entend beaucoup parler depuis un an. Alors, pourquoi on en entend beaucoup parler depuis un an? Je pense que vous êtes tous au courant et vous connaissez tous cet outil qui s'appelle ChatGPT, qui a été lancé il y a un an maintenant par l'éditeur OpenAI, alors qui depuis a été fortement racheté par Microsoft, qui était déjà investisseur au départ, et qui a vraiment fait provoquer un changement de paradigme. Jusqu'ici, quand on parlait de chatbot, en général, on parlait d'un fonctionnement simple, c'est-à-dire on avait un chatbot pour un cas d'usage particulier. D'accord, c'était vraiment répondre à des questions, à une ou deux questions sur un site de support, puis faire un transfert vers un opérateur. Vous aviez des chatbots qui étaient très verticalisés, c'est-à-dire qui savaient parler uniquement de données RH ou uniquement de support, etc. Ou de s'interfacer avec une application vraiment spécifique, mais avec un spectre assez limité. Et évidemment, dès qu'on sortait du spectre, du périmètre de connaissance du chatbot, on avait la phrase que tout le monde déteste voir quand il pose une question à un chatbot, c'est le « je ne sais pas ». Voilà, c'est ce qui donne vraiment une perception très mauvaise en général des chatbots. Donc ici, il y a un an, ChatGPT arrive avec un énorme effet marketing. Ça avait quand même été très bien lancé et ça devient l'outil à la mode. L'outil à la mode, hop, voilà, et qui amène du coup de nouveaux usages. Alors, les nouveaux usages, je ne sais pas si certains d'entre vous ici ont déjà utilisé ChatGPT. Moi, je sais que, mine de rien, je l'utilise quand même au quotidien pour avoir des réponses rapides à des questions, des idées de sujets, etc. Et il a amené pour énormément de monde beaucoup de nouveaux usages. Donc, à savoir, le premier usage dont on entend le plus parler, c'est la rédaction de contenu. Vous allez pouvoir automatiser la rédaction de contenu. Alors, ça va s'appliquer aux articles de blog, aux posts de réseaux sociaux, à la description de produits, par exemple, pour tout ce qui va être comme marketing, etc., mise en avant sur des sites de e-commerce. On a aussi entendu fortement parler de l'utilisation de ChatGPT dans le scolaire, avec tout ce que ça a pu engendrer comme problématique. Donc l'idée ici, c'est de montrer qu'on va pouvoir demander à ChatGPT d'aller nous générer du contenu, et il le fait extrêmement bien. On verra après les problématiques que ça peut provoquer. Deuxième usage, c'est tout ce qui va être assistance. Donc, on utilisait déjà des chatbots pour obtenir de l'assistance, par exemple informatique, où vous allez vous connecter sur le site, le back-office de votre opérateur mobile, par exemple, et vous pouviez lui poser une ou deux questions extrêmement bornées. Avec ChatGPT, on a commencé à avoir une meilleure compréhension des problématiques des utilisateurs, et donc une meilleure identification et donc forcément un meilleur accès aux réponses précises. Derrière, dernier point, la création artistique. Alors, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui va être point de départ narratif, pour de la rédaction de scénarios. Je sais qu'il est aussi utilisé en musique, en création d'images. Alors, etc. Là, on parle de ChatGPT pas uniquement d'un point de vue textuel, mais derrière sur de la génération d'images. Les dernières avancées sont assez bluffantes. Mais donc avec ces nouveaux usages, on a également de nouvelles problématiques qui sont arrivées.
Le problématique principale, c'est la véracité des informations. Ici, on a une réponse générée complètement de manière algorithmique. Et on va le voir, on va développer ce point, ce problème en particulier dans les slides suivantes, mais il n'est jamais possible complètement de déterminer qu'une réponse de ChatGPT est 100% vraie. Voilà, j'élaborerai un petit peu là-dessus après. Ensuite, on a des problématiques de biais des données d'entraînement. Eh bien, forcément, ChatGPT n'invente pas ce qu'il vous dit, donc il a été entraîné. Il se base sur un modèle de langage. Et bien entendu, tout biais du modèle de langage va entraîner un biais dans la restitution des réponses. Et forcément, ces biais peuvent aussi amener à l'introduction de contenus potentiellement malveillants. Et là, on pourrait tourner donc une page pas forcément drôle de l'utilisation des chatbots, mais qui pourrait, amener à plus de phishing, plus de fonctionnement malveillant de ce côté-là. Alors donc l'idée là, c'est de vous montrer un petit peu ensuite le fonctionnement des LLM. Et je vais vous montrer, donc on en a parlé un petit peu avant sur les problématiques, mais deux points majeurs qui vont nous forcer à prendre quand même un peu de recul quand on veut commencer à introduire ce type de solution en entreprise. Alors ChatGPT, pour ne parler que de lui, est un LLM, donc un Large Language Model. Donc, première chose, moi j'ai demandé à ChatGPT de me définir ce qu'était un LLM. Hein. Tant qu'à faire, on va l'utiliser. On l'utilise aussi pour préparer nos interventions. Donc la définition de ChatGPT, c'est un modèle de langage LLM est un algorithme d'intelligence artificielle conçu pour comprendre et générer du langage naturel en apprenant les structures linguistiques et les associations sémantiques à partir de vastes ensembles de données textuelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qui est intéressant de retenir sur le fonctionnement d'un LLM? Eh bien, un LLM, déjà, premièrement, va avoir besoin d'un énorme volume d'entraînement. Pour vous donner une idée, GPT-4, donc le modèle de données de la dernière version de GPT, c'est 45 gigas de données uniquement, juste de la donnée. Et avec ça, on couple avec 1,6 trillion de paramètres. Donc, si vous apprenez ce que c'est que le trillion, comme moi en rédigeant cette slide, on comprend que ça fait quand même énormément et ça permet vraiment d'ajuster les réponses et vraiment d'améliorer la compréhension des inputs. Ensuite, donc ce modèle de données va fonctionner en ce qu'on appelle la contextualisation dynamique, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les relations complètes. On ne va pas juste traiter les mots entrants un par un, mais on va prendre les relations entre les mots plutôt que de les analyser de manière linéaire. Donc, vous tapez une phrase et chaque mot va être interprété en fonction des mots précédents, voire même éventuellement, on a un recalcul avec certains modèles comme BERT sur également les mots suivants. Justement, le mode de fonctionnement d'un LLM, c'est la prédiction du mot suivant. Le but de ces intelligences artificielles génératives basées sur des LLM, c'est vraiment uniquement de la prédiction de texte. Et le fonctionnement également du LLM, et qui peut être très intéressant dans le cadre d'un usage dans l'entreprise, c'est qu'on a la possibilité de le réentraîner. Donc, vous le savez, ChatGPT, par exemple, alors il me semble que la version actuelle, les données intégrées par ChatGPT s'arrêtent à septembre 2022. Donc, en gros, si je voulais résumer à ça, c'est l'état de l'Internet à septembre 2022. Toutes les connaissances qui ont pu avoir lieu derrière, qui est champion du monde de rugby en 2023, ChatGPT va pas pouvoir vous répondre. Voilà, désolé pour la référence douloureuse. Derrière, donc, ces données vont quand même pouvoir être réentraînées, c'est-à-dire que ces LLM donnent pour la plupart la possibilité de faire ce qu'on appelle un fine-tuning, c'est-à-dire d'intégrer des données de société, des données internes au LLM. Et on verra, ça peut être fait de différentes façons. Et je vous conterai quelques anecdotes de tentatives d'intégration de données dans le modèle ChatGPT. Donc les intérêts derrière d'utiliser
Ces LLM, c'est notamment la compréhension contextuelle. C'est-à-dire que quand vous posez une question à ChatGPT, par exemple, vous lui demandez donne-moi la définition, par exemple, qu'est-ce qu'un ChatGPT, qu'est-ce qu'un LLM. Donc ChatGPT va vous donner la réponse et vous allez pouvoir rebondir sur cette réponse. C'est-à-dire que quand vous allez lui reposer une question, il va prendre en compte ce qui a été le contexte de ce que vous avez échangé avec lui précédemment. Donc on pourrait très bien lui dire merci pour ta réponse, mais je voudrais que tu me reformules cette réponse de manière un peu plus vulgarisée parce que là tu m'as donné quelque chose de trop technique. Voilà, ça c'est vraiment extrêmement intéressant et ça permet d'aller plus loin dans la notion de conversation qu'on peut avoir avec un chatbot. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure. L'intérêt aussi, c'est de faire de la génération créative. On peut faire des images, on peut faire des textes à la manière d'eux, etc. Et ça, c'est dû à l'énorme volume d'entraînement des LLM. Autre chose très intéressante, c'est l'adaptation à divers contextes. C'est-à-dire que l'idée et le principal de l'algorithme de compréhension de NLP, de compréhension du langage des LLM, c'est d'essayer de comprendre l'intention de l'utilisateur. Et l'intention va être dépendante de la formulation de l'utilisateur. Et vous allez avoir, si deux personnes posent à peu près la même question, il est possible d'avoir des réponses différentes parce que l'intention de chaque utilisateur aura été interprétée différemment. Et bien entendu, l'avantage d'utiliser d'énormes volumes d'entraînement pour les LLM est de pouvoir interroger nos chatbots de manière complètement multilingue. Alors voilà un peu pour l'état des lieux des LLM. Qu'est-ce qu'un LLM, comment il fonctionne et pourquoi il peut être intéressant de l'intérêt en entreprise. Maintenant, on va faire un petit focus sur les problématiques qu'on peut avoir entre l'intégration donc d'un chatbot avancé avec LLM comparé avec un chatbot traditionnel. En entreprise, on va mettre l'accent fortement sur ce qu'on va appeler la connaissance qualifiée. C'est-à-dire que vous souhaitez implémenter un chatbot dans votre entreprise, vous souhaitez maîtriser le périmètre, le spectre sur lequel vous allez pouvoir interroger votre chatbot, mais également vous souhaitez borner les réponses qui vont être restituées à vos utilisateurs. Donc c'est ce qu'on va appeler de la connaissance qualifiée. La connaissance qualifiée, c'est donc la connaissance spécifique qui va être associée à un ensemble de formulations, c'est-à-dire qu'on va faire correspondre, c'est ce que nous, par exemple, chez Ubi, on appelle les bases de connaissances. Vous allez faire correspondre des ensembles de questions avec une réponse ou plusieurs réponses, puisqu'on pourrait éventuellement adapter la réponse en fonction du public. Également, cette réponse, on va vouloir qu'elle soit mise en forme au niveau du texte et au niveau du cadre de la réponse de manière extrêmement précise. Je vais prendre un exemple d'une base de connaissances que j'ai faite pour un client très récemment qui concernait la direction juridique. Tout ce qui va être juridique, on veut que les réponses soient restituées mot pour mot et on ne peut pas prendre le risque d'avoir une réponse générée qui changerait à chaque interrogation. Puisque bien entendu, vous pouvez faire le test. Si vous posez 2 fois de suite exactement la même question mot pour mot à un LLM comme ChatGPT, vous n'allez pas forcément avoir la même réponse. Il y a des domaines métiers sur lesquels on ne peut pas se permettre cette imprécision. Et du coup, la connaissance qualifiée dans un chatbot va forcément amener à une réponse vraie, puisqu'elle a été élaborée par des métiers à partir d'une question précise, et non pas interprétée sur un volume d'entraînement comme peuvent l'être les réponses générées par des LLM. Alors donc à côté, on a le LLM qui lui va nous faire une réponse générée, c'est-à-dire que la réponse est faite petit à petit. Vous le voyez si vous allez sur l'interface de ChatGPT, vous voyez très bien que la réponse ne s'affiche pas d'un coup, elle est générée petit à petit. Et là, c'est en fait l'algorithme, c'est pas juste un effet visuel, c'est l'algorithme de ChatGPT qui travaille. Et là ici, par rapport à la connaissance qualifiée, on a des différences. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une réponse vraie. ChatGPT et les LLM, leur réponse va forcément être correcte pour eux. C'est-à-dire qu'elle va être grammaticalement bonne, elle va répondre
à la question qui a été posée. Mais est-ce que cette réponse est vraie? Ça, il n'est pas vraiment possible d'aller le vérifier. Et pourquoi est-ce que cette réponse ne serait pas vraie? C'est parce qu'on a créé une réponse à partir de données d'entraînement et à partir d'interprétation de ces données d'entraînement par l'algorithme. Donc évidemment, si les données d'entraînement sont fausses, la réponse sera fausse. On va le développer dans la slide suivante. Comme je vous le disais, vous allez avoir plusieurs interrogations avec le même contexte de départ, voire même la même phrase de départ qui vont générer des réponses différentes. Et donc, comme je le disais juste avant, dans certains métiers, ça ne peut ne pas être acceptable. Un seul terme. Oui. Du coup, j'aurais une petite question pour toi. Oui. Par rapport à ce que tu dis, ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher un LLM aujourd'hui de générer des réponses incorrectes. Alors, en effet, on ne peut pas être à 100% sûr que la réponse générée par un LLM est 100% correcte. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de critères qui sont pris en compte et qui font que la réponse va être forcément différente. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tenter évidemment d'améliorer la qualité des réponses données par notre LLM en optimisant ce qu'on va appeler les données d'entraînement. Alors, donc comme je disais, si on ne peut pas maîtriser à 100% la qualité, on peut tenter de l'améliorer. Un LLM, on va dire, si je le fais de manière extrêmement basique, il va être composé de deux éléments. Le premier élément, ça va être un algorithme de compréhension et de restitution du langage. Ça, c'est complètement propriétaire. C'est l'éditeur du LLM qui le publie, qui le gère, et on n'a pas de levier en tant qu'intégrateur de chatbot en entreprise. On n'a absolument pas de levier sur cet algorithme. On peut essayer de le comprendre, mais on ne peut pas essayer, même si il existe quelques variables d'ajustement, l'algorithme est propriétaire. Le deuxième élément qui va composer le LLM, c'est le modèle de données. Donc ici, là, le modèle de données va dépendre de la qualité des données d'entraînement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un schéma, je vous partage un schéma extrêmement simple, mais si en entrée de votre modèle d'entraînement, vous avez des données peu qualitatives, vous allez forcément avoir en sortie des réponses de votre chatbot qui vont être peu qualitatives. À côté de ça, bien entendu, si vous faites un effort, si un effort particulier est fait sur les données qu'on va utiliser pour entraîner notre LLM, notre chatbot, alors les réponses n'en seront que plus qualitatives. Donc, il y a une vraie importance du travail en amont sur la qualité des données, de manière générale sur tout projet de chatbot en entreprise, surtout quand on parle d'intégration de données métiers. Donc, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que ma source de données est qualitative? C'est-à-dire que donc si je décide d'entraîner mon chatbot avec mes données, est-ce qu'elles sont structurées? Quel est leur volume? Est-ce qu'elles sont cloisonnées? C'est-à-dire que là, on part sur le fonctionnement du LLM de manière générale, mais je vais vous donner un exemple de tentative d'intégration de données métiers pour un de nos clients. Alors évidemment, je ne donnerai pas le nom, mais c'est un grand groupe d'électroménagers avec lequel on a travaillé l'année dernière, donc à la sortie de ChatGPT, et ils nous ont dit, bah voilà, nous avons un corpus documentaire, nous avons des données déjà structurées. On aimerait tester, est-ce que vous pouvez nous assister pour intégrer ces données avec le moteur ChatGPT pour pouvoir poser des questions et voir de quelle manière il les interprète. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je parlais de cloisonnement. Ce groupe d'électroménager est un groupe extrêmement connu, avec énormément de données déjà présentes dans le modèle de ChatGPT. Eh bien, en gros, les données qu'on a rajoutées le concernant ont été complètement noyées dans les données dans le modèle existant, et avec ChatGPT, alors fin 2022, début 2023, on a quand même énormément évolué de ce côté-là. Les questions posées avec le contexte spécifique des données qui avaient été entraînées étaient complètement noyées dans les données publiques. Donc, la question est-ce que mon LLM cloisonne bien mes données? Et derrière, est-ce que mon modèle est interprétatif, en gros, ou est-ce que j'ai la main sur la qualité des réponses? C'est-à-dire que on parlait là de qualité des données entrantes, mais on a aussi, est-ce que la restitution des données va être précise par rapport ou va donner énormément de place à l'interprétation?
Là, je vais vous donner un deuxième exemple qu'on a fait nous-mêmes. C'est-à-dire que, donc, même chose sur la même période, début 2023, on a voulu entraîner, avec le moteur de ChatGPT, donner des informations sur l'utilisation de notre portail d'administration Ubi. Donc, ces données-là ne sont absolument pas publiques et on savait qu'elles étaient complètement, en gros, ChatGPT n'avait jamais vraiment entendu parler d'Ubi. Donc, les chances qu'il nous donne des réponses sur Ubi étaient très faibles. Donc, en effet, quand je posais des questions après avoir entraîné mon chatbot, mon LLM avec mes données, il allait me rediriger vraiment vers les réponses, vers la donnée d'entraînement. Par contre, l'interprétation de la donnée était parfois complètement farfelue. C'est-à-dire que moi, je lui avais donné des données précises sur l'utilisation du portail et parfois un bouton qui était situé en haut à droite, ChatGPT allait me dire qu'il était situé en haut à gauche, ou il allait me faire des remarques sur des règles métiers qu'il avait complètement inventées. Donc c'est vrai que on a la qualité des données, mais la qualité d'interprétation des réponses est aussi très importante. Et derrière, donc là, si on décide d'utiliser, dans le cas où on déciderait d'utiliser les données entre guillemets livrées avec le modèle de votre LLM, il faut aussi poser des questions sur les éventuels biais d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'éditeur, sur quels critères éthiques ou moraux l'apprentissage s'est basé pour générer les réponses. Je vais donner un exemple, à nouveau un exemple simple. Quand vous posez des questions à ChatGPT, il y a des questions auxquelles ChatGPT refuse de répondre parce qu'on l'a entraîné avec un certain biais pour rester quand même politiquement correct. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas pouvoir vous donner des indices sur le cambriolage d'une banque ou commettre un meurtre. Bien entendu. Mais derrière, si on veut extrapoler, on peut très bien se dire aussi que les données d'entraînement pourraient avoir été biaisées par une orientation politique de l'éditeur, par exemple, ou par d'autres biais, en fait. Et c'est très important, et on va en parler juste après. Quand on va essayer de naviguer dans l'ensemble des modèles d'IA générative, il est très important, et c'est là où il y a un très fort intérêt d'être accompagné sur un projet de ce type-là, c'est de se dire, OK, moi je décide d'utiliser ce LLM, mais quelles sont ses caractéristiques, comment il a été entraîné, quel type de réponse il va m'apporter, à quel usage il est le plus adapté, etc. Donc, avant de rentrer en détail dans notre produit Ubi, très rapidement, je voulais juste vous montrer cette slide pour montrer que je vous parle de ChatGPT depuis le début, mais voilà, des modèles d'IA générative, il y en a énormément sur leur marché. Alors, nous, on les utilise pas tous, il y en a certains même dont je n'avais jamais entendu parler avant de faire cette slide, mais il faut savoir que le tout premier modèle date de 1966. Ici, on voit juste ceux des 10 dernières années. Il s'appelle ELISA, il avait été fait pour simuler un psychothérapeute, les réponses d'un psychothérapeute, etc. Et petit à petit, les technologies sont arrivées, ce qu'on appelle les réseaux de neurones, les modèles probabilistes, etc. Là, on est dans l'époque de ce qu'on appelle les language transformers. Et donc, l'IA, vous le savez, on ne peut pas passer à côté, mais c'est vraiment un domaine qui change tous les jours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, c'est aussi un marché très volatile, et c'est à nouveau l'intérêt, ce qui met en exergue l'intérêt d'être bien accompagné sur un projet de chatbot. Donc, voilà, je vous laisse. Hein. N'hésitez pas à taper vos questions dans le chat si vous avez des questions sur les LLM. Maintenant, rapidement, je vais vous parler de notre produit. Donc, nous, Ubi.ai, l'idée, c'est que nous avons, fort de ce constat et de l'existence des chatbots actuels et de l'avènement des intelligences artificielles génératives, nous avons décidé de créer un produit qui va permettre donc une intégration d'un assistant conversationnel en entreprise pour aller interroger, aller mettre à disposition deux types de contenus. Le premier, et c'est celui dont on parle aujourd'hui, c'est la connaissance. C'est-à-dire que vous avez la connaissance interne de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des process, tout ce qui va être les procédures d'accueil, etc. Tout ce qui va être vraiment propriétaire à votre entreprise. Vous allez avoir la connaissance spécialisée,
qui va porter sur un domaine spécifique et qui est peut-être le cœur de métier de votre entreprise. Et derrière, vous avez potentiellement la connaissance autogénérée, donc c'est celle dont on a parlé, avec potentiellement des débordements du chatbot vers des modèles LLM. La deuxième partie du BI, dont on va pas vraiment parler aujourd'hui, c'est la possibilité d'aller effectuer des conversations avancées, d'aller s'intégrer avec vos outils du quotidien et d'aller matérialiser certains processus, potentiellement une déclaration de note de frais, une saisie de demande de congé, etc., en allant s'interfacer avec, par exemple, votre SIRH. Et tout ça au sein d'une même conversation et sur différents supports, que ce soit Teams, un site web, un site SharePoint, une application desktop, le mobile, etc. Alors, après cette petite présentation de Ubi, je vais vous montrer de quelle manière nous avons décidé d'intégrer les LLM dans l'usage de Ubi. Alors, l'idée, c'est que de base, Ubi nous permettait, donc uniquement, je parle uniquement de gestion des connaissances, hein, pas d'interface avec des outils tiers. Mais au début, Ubi, nous avions une gestion des bases de connaissances qui était manuelle. Donc, les bases de connaissances, je rappelle, sont des ensembles de questions-réponses. Il faut saisir une question, vous saisissez une réponse, et puis pour améliorer la compréhension de cette question, vous allez saisir des formulations différentes. Et là-dessus, bien entendu, les gens qui devaient créer du contenu dans Ubi nous ont très rapidement fait le retour. Alors, votre outil fonctionne très bien, mais alors par contre, qu'est-ce que je perds comme temps pour aller créer des formulations complémentaires pour agrémenter ma question, pour agrémenter votre moteur NLP, ce qui était clairement fondé, puisque ces personnes-là qui sont des experts métiers n'ont pas vocation, entre guillemets, hein, si je voulais schématiser, à faire de la grammaire. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un premier point qui nous a vraiment interrogé sur la façon dont on allait pouvoir intégrer ces LLM. Derrière, nativement, Ubi permet aussi de gérer les comportements par défaut de manière simple. Donc le comportement en cas de non-réponse, tous les messages quand Ubi ne sait pas ou quand Ubi hésite, vous allez pouvoir les personnaliser. Et donc, qu'est-ce qui a amené l'avènement et l'intégration des LLM chez nous? C'est qu'on a pu, alors pour la génération des connaissances, aller un peu plus loin. C'est-à-dire que maintenant, alors déjà depuis plus de 6 mois, maintenant vous avez la possibilité, quand vous allez générer une base de connaissances manuelle, de pouvoir demander à ChatGPT directement depuis le portail d'administration de vous générer les formulations complémentaires. Donc c'est ce fameux effort qu'on demandait aux experts, et maintenant, eh bien, on l'a délégué à ChatGPT. ChatGPT le fait extrêmement bien. Génère-moi 10 formulations alternatives sur la question suivante. Aucun problème. Là, on peut lui faire confiance à ChatGPT. La confiance n'exclut pas le contrôle. On va vérifier, évidemment, à chaque fois ce qui est généré. On peut faire ça également avec des réponses, si on a des sujets qui sont non spécifiques à l'entreprise et plutôt au grand public. Et maintenant, depuis cette semaine, vous avez la possibilité de générer des bases de connaissances complètes. C'est-à-dire que, alors c'est encore une fonctionnalité qui est en bêta chez nous, mais vous allez pouvoir donner une thématique à votre base de connaissances. On va aller demander à GPT d'aller nous générer une base de connaissances de 10, 20, 50 questions sur le sujet. Bientôt, vous allez avoir la possibilité d'aller intégrer un corpus documentaire. Donc, vous aurez la possibilité de créer vos ensembles de connaissances depuis la documentation existante. Ça, c'est quelque chose qui nous a été énormément demandé. Quand on arrive quelque part, les gens nous disent, bah oui, en effet, je pourrais faire des ensembles de questions-réponses, mais on a déjà toute la donnée documentaire. Est-ce que ça pourrait pas être fait automatiquement? Eh bien, très prochainement, cela sera possible. Vous pourrez importer directement vos fichiers au format PDF ou autre dans notre interface. Donc là, l'idée, c'est que on a utilisé vraiment le côté génération de texte des LLM afin de faciliter la saisie d'informations. Bien entendu, je le redis, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein, c'est une de mes phrases préférées quand je fais de l'intégration chez les clients. Quand vous utilisez nos fonctions liées avec GPT, allez vérifier le contenu généré pour toutes les raisons expliquées et les problématiques expliquées précédemment. Et on a aussi quelque chose, c'est que en cas de connaissance non qualifiée, vous posez une question à Ubi et la connaissance n'est pas dans ces bases de connaissances, vous pouvez aller programmer potentiellement un débordement vers l'extérieur, vers ChatGPT.
ou vers un LLM spécifique, ce qui permet d'éviter le fameux désolé, je ne sais pas, et pouvoir déborder sur un autre modèle. Et donc, en résumé, avant de relaisser la main à Anne, Ubi va vous permettre d'agréger plein de contenus différents, c'est-à-dire vos connaissances internes, c'est-à-dire qui seraient non référencées. En gros, ce qui est dans le cerveau de vos experts actuellement, on va pouvoir aller le stocker et le mettre sous forme de base de connaissances dans Ubi. Des connaissances internes qui seraient déjà structurées, par exemple ce que vous avez dans votre GED, des données internes. Alors là, on pourrait éventuellement aller dire que on parle d'interfaçage avec des outils métiers, et les données générées donc par les LLM, comme expliqué précédemment. Et derrière la réponse, une fois que Ubi aura digéré entre guillemets toutes ces connaissances, la réponse générée, elle sera forcément validée par les métiers, puisque même, comme je disais, même sur de la donnée générée par les LLM, on va avoir un contrôle derrière. Elle sera dépendante du canal de communication, parce que chez Ubi, nous, on aime bien se définir en tant que métabot, c'est-à-dire que vous allez avoir les connaissances d'un côté, les canaux de diffusion de l'autre, et vous allez pouvoir dire, par exemple, sur tel bot qui est installé sur mon intranet, alors je vais mettre telle et telle connaissance, les connaissances RH, les connaissances SI par exemple, et puis sur la page spécifique de l'intranet ou sur le canal de discussion individuel sur Teams, je vais lui donner par exemple accès, je vais donner accès par exemple uniquement à la base juridique. Vous allez pouvoir adapter aussi vos réponses en fonction du public qui pose la question. On va différencier à partir du moment où les utilisateurs font partie de tel ou tel groupe d'utilisateurs, on va pouvoir différencier la réponse. Et on a donc cette fonctionnalité de débordement possible au cas où on sortirait du contexte de connaissances intégrées à Ubi. Et d'ailleurs, Yann, j'aurais une petite question. Est-ce Oui. que justement, si on utilise ce débordement possible vers un LLM, que ce soit ChatGPT ou n'importe lequel, donc Ubi proposerait une réponse étendue, est-ce qu'on arrive à faire quand même la différence entre ces bases internes clients et les bases du LLM, donc par exemple ChatGPT, avec un petit message ou en tout cas une information qui permet de dire à l'utilisateur, bon, là, c'est pas une connaissance interne qualifiée, on l'a étendue, mais tu es prévenu, tu as une réponse, mais c'est peut-être pas la vraie. Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que justement, dans la version d'origine de notre débordement, on ne pouvait pas distinguer les réponses qui provenaient des connaissances 100% cloisonnées et gérées par Ruby, des connaissances de débordement, et ce qui a pu provoquer parfois quelques comportements un peu cocasses, où on avait, avec une mauvaise configuration parfois de certains de nos clients, des réponses qui sortaient complètement du cadre de ce qui avait été souhaité par l'utilisateur, par le créateur de contenu en tout cas. Donc là, oui, maintenant, dès que le bot déborde, et d'ailleurs c'est un paramètre qui est réglable, vous pouvez décider de ne pas du tout avoir de débordement, bien entendu en cas de non-réponse. Mais si jamais on souhaite programmer un débordement, la réponse est accompagnée d'un message qui dit par défaut cette réponse a été générée par tel LLM, etc. Oui, bien sûr, c'est quand même très important de pouvoir expliquer, surtout sur de la connaissance spécifique métier, de pouvoir dire attention là, cette réponse-là n'a pas été générée par vos experts, mais par une intelligence artificielle générative. Super, merci. Avec plaisir, et puis je te laisse la main pour la suite. Merci beaucoup. Donc, moi, je viens un peu en bout de chaîne, justement, après toutes ces explications sur les LLM et sur Ubi, pour rappeler l'importance du partenaire à toutes les étapes du projet. Donc, on a bien vu que Ubi est un vrai levier pour pouvoir justement bien utiliser ce LLM pour combler les failles de sécurité, pour avoir des réponses génératives qui sont encore plus qualitatives. Mais le partenaire peut être un levier encore supplémentaire pour ajouter un vernis à cette liaison, en comblant un peu plus l'aspect sécurité aussi, mais en améliorant aussi les données d'entraînement pour que les données générées soient encore plus perfectibles. Pourquoi? Alors, il y a différentes étapes de toute façon lors du déploiement d'un bot, lors du choix d'un LLM, lors de la formation des utilisateurs, mais également le futur, tout ce qui va être très évolutif. La première grande étape, c'est de pouvoir vraiment appréhender le besoin et préciser les attentes de l'entreprise. Ce qu'on va faire, nous, avec le client, et en partenariat avec Ubi, c'est de comprendre vraiment le besoin du client. Pourquoi il a besoin d'un chatbot? Pourquoi il aimerait un chatbot? Quels sont les objectifs derrière ça? Est-ce que c'est plutôt un aspect com? Il aimerait avoir
Un petit outil en plus pour pouvoir communiquer simplement avec ses collaborateurs, proposer des informations supplémentaires plutôt que des supports qu'on va retrouver sur une base de connaissances type GED. Donc avoir un aspect un peu plus moderne autour de la communication. Est-ce que ça va plutôt être de la formation? Est-ce que ça va être du pratico-pratique pour pouvoir proposer justement des connecteurs vers des choses comme la gestion des frais ou la gestion des déplacements? Donc c'est déjà de comprendre et de capter vraiment le besoin du client pour pouvoir le guider et lui proposer justement le bot et surtout derrière ça, le guider sur la configuration de ce bot, sur les KPI qu'il aimerait récupérer après ça, de pouvoir proposer aussi le meilleur LLM s'il a besoin d'étendre ses bases de connaissances afin de préciser vraiment les attentes de l'entreprise. Donc de valider les enjeux avec lui. Vraiment penser à l'expérience utilisateur et ce qu'il y a derrière. Donc nous, notre rôle, il est vraiment sur tout le long, de vraiment comprendre, capter le besoin, d'être en partenariat un peu privilégié avec Ubi pour aussi leur demander parfois s'il y a des choses qui peuvent être mieux faites, ou en tout cas qui peuvent être nouvelles, parce que c'est une forte demande du client sur, voilà, on aurait besoin peut-être d'un connecteur en plus, d'une API en plus, d'un accès sur la plateforme pour un rôle spécifique. Est-ce que le chatbot, par exemple, doit être multitâche? Tout à l'heure, on en a parlé, ça peut être de la connaissance spécialisée, mais qui est vraiment spécifique à un domaine RH ou juridique, ou est-ce qu'on va plutôt étendre les possibilités du chatbot pour proposer des liaisons avec des connecteurs, des API, ou créer d'autres bases de connaissances avec une connaissance étendue, donc en se basant peut-être sur un LLM, en avertissant bientôt bien sûr l'utilisateur, ou à travers d'autres canaux de communication. On l'a vu aussi dans la présentation de Ubi, on peut se baser sur le bot sur Ubi qui ressortira directement sur Teams, ça peut être également sur SharePoint ou sur un desktop. Donc c'est à travers ça que, en tant que partenaire, on va pouvoir évaluer les attentes de l'entreprise et proposer peut-être un paramètre restreint au début pour glisser après sur un périmètre beaucoup plus évolutif. Avoir un bot au début et glisser vers plutôt un métabot avec plus de bases de connaissances, des bases de connaissances étendues en se basant sur un LLM, avec plus de personnes référentes, avec un ajustement ou en tout cas un périmètre plus étendu au niveau des cibles qui pourront accéder et demander justement des choses au bot. Tout ça, notre rôle aussi, c'est de pouvoir valider et vérifier les bases de connaissances du client. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des bases de connaissances qui existent déjà? Est-ce que ces données internes, elles sont suffisantes? Comment elles se présentent? Est-ce qu'ils ont déjà une liste de questions-réponses parce que justement, ils avaient une GED avec des procédures qui permettaient aux utilisateurs de trouver les réponses avant à travers un fichier dédié? Ou est-ce que, par contre, c'est plutôt un petit corpus documentaire par-ci, par-là, sur lequel bientôt Ubi pourra se baser? Et est-ce qu'on étend aussi, bien sûr, c'est le sujet de ce webinaire, vers un LLM? Parce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui assez de bases de connaissances internes. Donc on aimerait étendre vers un LLM, mais en étendant vers un LLM, on prend aussi le risque justement d'ouvrir ses connaissances sur des réponses qui peuvent être générées un peu moins qualitatives. Et notre rôle, c'est aussi de guider sur le choix de ce LLM. Est-ce que le LLM sera le plus adéquat en fonction du besoin utilisateur? Est-ce qu'au niveau de la sécurité, avec les notions d'hébergement, donc en se basant sur l'éditeur, les problèmes éthiques et moraux que ça peut soulever, que ça peut soulever aujourd'hui, les problématiques de sécurité de l'entreprise, le niveau de maturité de l'entreprise également. Donc c'est vraiment de pouvoir lui donner un panorama d'informations sur le choix du LLM pour qu'il choisisse le meilleur, pour qu'il soit averti de tous les risques et de toutes les failles que ça peut engendrer, et comment essayer de cadrer ça au mieux pour que le LLM soit un véritable atout et que ça ne devienne pas un risque. Toujours voir un peu plus loin. Avec Ubi, ce qu'on peut également voir, c'est de vérifier l'intégration pleine et correcte de ce LLM dans leur plateforme. Aujourd'hui, on l'a vu sur la slide juste avant, il y a beaucoup de LLM, de plus en plus de LLM en fonction des années qui passent, voir justement comment ce LLM peut être intégré dans Ubi, voir comment intégrer ces bases de données internes en complément de ce LLM et vérifier la véracité des réponses. En vérifiant ces bases de connaissances, on va pouvoir par la suite passer au test du chatbot. De toute façon, on n'aura jamais la base parfaite pour le déploiement. Donc cette étape, elle est aussi clé parce que ça va nous permettre de déjà mettre en situation réelle ce chatbot auprès des utilisateurs. Donc auprès d'une population généralement un peu échantillon. Hein. Donc on va prendre les personnes qu'on a pu avoir déjà au niveau de l'appréhension du besoin, au niveau des personnes qui vont être vraiment les personnes référentes des bases de connaissances. Donc si c'est un bot qui va être plutôt juridique ou RH, on va prendre des personnes dans ce périmètre-là qui vont nous permettre de pouvoir éduquer encore plus le bot dans cette période de test, de aussi vérifier la véracité des réponses
quand on se base sur un LLM, pour que ces personnes-là nous disent ah, non, mais là ça va pas, on va peut-être cadrer un peu plus et rester sur une base de connaissances vraiment interne et l'étendre plus tard, parce que au niveau des réponses génératives, là ça ne nous convient pas. Donc de pouvoir vraiment les accompagner dans cette période de test pour être sûr que ce qu'on en propose aujourd'hui au niveau du lexique, de la terminologie avec cette liaison, que ce soit vraiment les meilleures réponses possibles et le meilleur outil qui correspondrait à tous les utilisateurs. C'est vraiment une récupération des feedbacks avant déploiement auprès d'une population spécifique. Quand justement le test est vraiment est bon et qu'au final on peut se lancer sur un véritable déploiement, il y aura aussi la formation. La formation, elle est clé parce que c'est un outil sur lequel on est présent sur tout le pendant, le avant et le après. Mais la formation, c'est aussi justement le moment important et essentiel pour donner les clés de cet outil et de toutes ces informations, de toutes ces fonctionnalités, de toute sa configuration aux personnes maîtres de cet outil directement chez le client. Donc, c'est de pouvoir vraiment faire découvrir les usages du chatbot, son mode de fonctionnement, les avantages qu'il a, les bénéfices qu'il va pouvoir ressortir et la sécurité accrue, justement, qu'on aura pu communiquer avant et pendant le déploiement. C'est vraiment une vulgarisation du discours pendant cette formation, en fonction des personnes formées. Ça va être plutôt de convaincre et de rassurer tout ce qui va être les personnes un peu propres à la RSSI sur la partie sécurité, en effectuant un panorama du LLM choisi, en proposant des tests et en faisant une démo vraiment très, très factuelle. C'est de pouvoir assister la DSI sur la partie plutôt formation technique, pour lui montrer justement comment pouvoir ajouter des API, créer des connecteurs, configurer, déployer l'outil et comment remédier en cas de souci. C'est également tout ce qui va être niveau les futurs administrateurs de la plateforme et de promouvoir l'outil auprès des populations référentes des bases de connaissances. Donc on est vraiment sur toute une formation, vraiment en chaîne sur toutes les personnes qui vont pouvoir utiliser, administrer et comprendre le chatbot. Il y a également après, bien sûr, toute la période d'accompagnement sur lequel on est présent aussi pour intégrer, pour configurer ce bot et qu'il soit disponible enfin aux utilisateurs pour qu'ils puissent découvrir toutes les réponses qualifiées, connues et également générées, donc en se basant sur le LLM, et configurer les rôles nécessaires. Et enfin, il faut bien sûr voir le futur de ce chatbot. Le chatbot, c'est pas un outil bien sûr qu'on met sur un poste utilisateur et qui resterait tel quel pendant les mois et les années à venir. Il faut toujours voir un peu plus loin. Donc c'est de promouvoir un peu et de prolonger l'expérience en proposant des feedbacks et des retours d'expérience, en leur demandant si toujours le bot est adéquat pour les utilisateurs et qui répond aujourd'hui aux besoins qu'on avait initiés au début de cet accompagnement. C'est aussi de pouvoir faire des réajustements en fonction de ces retours d'expérience. Peut-être que le besoin aura évolué, qu'il y aura besoin de nouvelles bases de connaissances, que l'LM était au final pas forcément adéquat. Est-ce qu'on peut changer des choses? Donc, c'est de pouvoir se baser sur tous les feedbacks qu'on récupère auprès des clients. Et là, on rentrerait encore dans un cercle vertueux, parce que tous ces feedbacks, on va pouvoir les remonter auprès du BI. Ce sera aussi des idées, ce sera des belles évolutions qui seront proposées par Ubi, sur lesquels Ubi pourra travailler et nous qu'on pourra faire redescendre après au client en disant bah voilà, vous nous avez demandé, vous avez fait remonter un besoin il y a quelques mois, vous vouliez avoir peut-être cette manière de faire dans le chatbot, d'aller un peu plus loin sur une base de connaissances, de rajouter un bouton pour pouvoir justement construire des alternatives préfaites et gagner du temps. Aujourd'hui, c'est fait. Ubi a pu construire cette fonctionnalité, voilà ce qu'on vous propose. Donc c'est d'être toujours dans cette démarche un peu agile pour proposer des nouvelles fonctionnalités, alors à travers des webinaires, à travers cette relation privilégiée qu'on peut avoir avec le client et qu'on peut avoir avec Ubi, et de pouvoir toujours coller aux besoins, même dans le futur. On arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, Valentine. Oui, alors bon, déjà tu as répondu à deux questions qui ont été posées. Et on a une question qui vient d'arriver. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions avant que le webinaire se termine. Donc la question, je pense qu'elle sera plus pour Yann, c'est qu'est-ce qui différencie un LLM d'un autre LLM? Oui, alors bonne question. C'est vrai on a parlé des LLM et on parle beaucoup de ChatGPT parce que c'est le plus connu. Mais vous avez vu sur la frise tout à l'heure qu'il y en a
Il y en a énormément. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont permettre de les différencier. Déjà, ce que je parlais, c'est de la qualité et le biais des données d'entraînement, parce que ils sont tous faits par des éditeurs différents. Donc, les données vont pas être formatées de la même façon et pas forcément être et biaisées, hein, à nouveau, même si finalement, dans certains cas, c'est pas forcément un gros mot d'utiliser ça, mais ou pas forcément être biaisé de la même façon. Et vous avez aussi ce qui peut changer, c'est la partie analyse du langage, analyse de la question rentrante. C'est-à-dire que, comme je vous disais, le but, c'est qu'on est dans une prédiction du mot suivant, mais on est aussi dans une analyse du texte entrant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez taper un mot, eh ben, le mot que vous allez taper va pas forcément toujours être analysé de la même façon en fonction du LLM. Il y en a qui analysent ChatGPT, par exemple, analyse uniquement le mot par rapport au mot précédent. BERT, un autre modèle qui est très connu, analyse les mots en fonction des mots précédents et des mots suivants. C'est-à-dire qu'on recalcule, à chaque fois qu'il y a un mot, on recalcule la pertinence du mot précédent par rapport au nouveau mot, etc. etc. Il y a plein de petits ajustements comme ça qui sont intéressants et qui permettent d'ajuster en fait le modèle LLM en fonction du cas d'usage au départ. Mais c'est un domaine extrêmement vaste et comme je disais, c'est un domaine extrêmement volatile, mobile et qui change un peu tous les jours. Donc on parle de GPT-4 maintenant, mais on va avoir peut-être GPT-5 qui aura encore un module ou un nouvel acteur qui va arriver dans l'année et qui va tout chambouler. Parfait, merci pour ton retour. Est-ce que Anne, tu veux ajouter quelque chose? Non, moi c'est bon pour moi. Après, si vous avez envie d'une démo ou si vous avez envie d'aller un peu plus loin justement, de voir comment se présente vraiment cette saison LLM et Ubi, n'hésitez pas à nous contacter, hein, Yann ou moi directement, et on se fera un plaisir de vous montrer en réel justement comment se présente ce bot et on espère qu'il répondra à votre besoin. Parfait, merci beaucoup aux participants pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Et comme vient de le dire Anne, n'hésitez pas à nous contacter pour nous parler de vos projets, de vos problématiques. Et on reste à votre disposition. Voilà, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.